Le 2 mai 1945, 14h17, Stalag 7A, Moosburg an der Isar. Le capitaine américain Robert Mitchell était là, stupéfait. Au dehors, les chars américains défilaient dans les rues allemandes dévastées. Le Troisième Reich avait capitulé. La guerre était finie. Et pourtant, devant lui, le colonel Werner Metz, commandant allemand du camp dans un uniforme impeccablement repassé, lui remettait le camp avec un salut militaire formel. « Monsieur le capitaine », dit Metz en anglais. Sa voix ferme, malgré la défaite. Le Stalag 7A compte 14 781 prisonniers de guerre alliés. Tous les protocoles de la Convention de Genève ont été respectés. Les dossiers médicaux sont complets. Les rations alimentaires ont été documentées quotidiennement. Voici le rapport complet. Mitchell accepta les dossiers parfaitement organisés. Ses mains tremblaient. Ce n'était pas ce que la propagande lui avait raconté. Ce n'était pas le monstre qu'il avait imaginé. C'était de la discipline, même au moment de la plus grande humiliation. Plus tard, Mitchell écrirait dans son journal « J'ai appris à ce moment-là plus sur le caractère allemand qu'en 4 ans de guerre. Ils avaient tout perdu, leur pays, leur fureur, leur avenir, mais leur dignité. On ne pouvait pas la leur enlever. Ceci n'est pas l'histoire de la guerre à laquelle nous sommes habitués. C'est l'histoire de quelque chose qui a choqué des milliers de prisonniers alliés. La discipline allemande, qui a survécu même à la défaite totale. Mars 1943, Stalag Luft 3, Sagan, en Basse-Silésie. Le lieutenant d'aviation Jacques Dubois de la Royal Air Force entra pour la première fois dans le camp de prisonniers de guerre allemand. Son Spitfire avait été abattu au-dessus de la Rhénanie. Il s'attendait au pire. Torture, faim, chaos. Ce qu'il vit à la place le déconcerta profondément. Le camp était organisé. Les baraquements étaient alignés en rangées parfaites, numérotés de 1 à 136. Les chemins entre eux étaient balayés avec soin. Même les poubelles étaient placées à des intervalles précis. Dubois pensa à sa propre base aérienne en Angleterre. Ce camp allemand était plus propre. « Bon sang !» murmura-t-il à son compagnon de captivité canadien. « Ces Allemands sont fous !»« Discipline !» corrigea le Canadien qui était là depuis 3 mois. « Ils appellent ça l'ordre. Attends, tu vas vite comprendre. » Dubois comprit dès le lendemain matin, 5h45. Un sous-officier allemand, le sergent Hans Müller, 52 ans, vétéran de la Première Guerre mondiale, arriva pour l'inspection matinale. Dubois observa Müller inspecter chaque baraquement. Pas brutalement, pas de manière humiliante, juste, méticuleusement. Müller vérifia le chauffage dans le baraquement 104, défectueux, dit-il en anglais, sera réparé aujourd'hui. Il le nota dans son carnet. À 14 ans, un technicien allemand arriva. À 16h30, le chauffage fonctionnait à nouveau. Dubois était sans voix. En Angleterre, ils auraient attendu 3 semaines pour une telle réparation. « Vous comprenez ?» dit Müller à Dubois, voyant sa confusion. « Nous ne vous avons pas choisi pour être nos ennemis. La guerre vous a amené ici. Mais tant que vous serez ici, vous serez traité avec ordre et respect. C'est la manière allemande. » Dubois écrivit à sa mère. « Maman, tu ne croiras jamais ça. Les gardes allemands sont plus disciplinés que nos propres sergents. » Mais la véritable épreuve de la discipline allemande ne survint pas pendant les bons moments. Elle survint quand tout s'effondra. Janvier 1945, Prusse orientale. L'armée rouge avançait. Le Stalag 20B, Marienburg, devait être évacué. 10 000 prisonniers alliés, britanniques, américains, français, belges. Les gardes allemands avaient l'ordre de marcher vers l'ouest. 280 kilomètres, en plein hiver, à travers un pays sombrant dans le chaos. Le major Henri Lemaire, non, pas l'acteur, juste un pauvre officier britannique avec le même nom malchanceux, s'attendait au pire. Les Allemands allaient les abandonner ou les fusiller. La Wehrmacht s'effondrait.
Pourquoi se soucierait-il encore des prisonniers? Mais le 22 janvier 1945, à 6 heures du matin, le colonel Wilhelm Steinhoff se tenait devant les prisonniers rassemblés. « Messieurs !» commença Steinhoff, et le maire remarqua qu'il disait « Messieurs, pas prisonniers. L'ennemi avance. Nous devons marcher vers l'ouest. Ce sera dur. L'hiver est brutal. Les routes sont mauvaises. Mais je vous donne ma parole d'officier allemand. Tout homme capable de marcher quittera l'Allemagne vivant. Nous ne vous abandonnerons pas. » Le maire ne voulait pas y croire. Mais ensuite, il vit la préparation. Les Allemands avaient organisé 200 traîneaux pour les malades et les blessés. Ils avaient réquisitionné des couvertures, pas seulement pour les gardes, pour tout le monde. Ils avaient calculé les rations alimentaires. 2100 calories par homme et par jour, conformément à la Convention de Genève, alors même que l'Allemagne mourait de faim. « Impossible », murmura un capitaine français. « Ils ne peuvent pas avoir tout ça. » Mais ils l'avaient. La méticulosité allemande, même face à la catastrophe, la marche commença. 280 kilomètres. Les températures chutèrent à moins 25 degrés Celsius. La neige atteignait 1 mètre de profondeur. Les avions alliés attaquaient les colonnes allemandes. Parfois, ils frappaient les colonnes de prisonniers par erreur. Et à travers tout cela, les gardes allemands maintenaient l'ordre. Chaque matin à 6 heures, appel. Les sergents allemands comptaient chaque homme, pas pour les tourmenter, pour s'assurer que personne n'était mort de froid pendant la nuit ou n'avait été laissé en arrière. Chaque midi, pause pour un repas chaud. Les cuisiniers de campagne allemands traînaient leur cuisine roulante, pesant 450 kg à travers la neige. Ils auraient pu les abandonner, personne ne leur en aurait voulu. Mais ils ne l'ont pas fait. « Les soldats doivent manger », expliqua le sergent Otto Schmidt. « C'est dans le règlement, paragraphe 17, règlement de service en campagne de 1936. » Un lieutenant américain rit avec incrédulité. « Schmidt, ton pays s'effondre. Les Russes sont à 50 km derrière nous, et tu cites encore des règlements de 1936 ?» Schmidt le regarda sérieusement. « Monsieur le lieutenant, si nous cessons de suivre les règlements, nous cessons d'être des soldats. Alors, nous ne sommes plus que des animaux. » Ces mots se gravèrent dans la mémoire des prisonniers. Le 5e jour, un sergent britannique nommé William Thompson s'effondra. Pneumonie. 40 degrés Celsius de fièvre. Il ne pouvait plus marcher. Les prisonniers s'attendaient à ce que les Allemands l'abandonnent. Au lieu de cela, le colonel Steinhoff vint personnellement. « Mettez-le sur le traîneau », ordonna Steinhoff, « et donnez-lui des couvertures supplémentaires. » Un soldat de la garde allemande, le soldat de première classe Klaus Weber, 19 ans, donna à Thompson sa propre veste. « Gardez-la », dit Weber. « Je suis jeune. Je peux supporter le froid. » Thompson survécut. Après la guerre, il chercha Klaus Weber pendant 4 ans. En 1949, il le retrouva à Hambourg. Les 2 hommes s'étreignirent et pleurèrent. « Pourquoi ?» demanda Thompson. « Pourquoi m'avez-vous aidé? Nous étions des ennemis. » Weber répondit « Mon père a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il m'a enseigné. Un soldat sans honneur n'est pas un soldat. Un homme sans compassion n'est pas un homme. C'est la manière allemande. Et pas la cruauté, mais le devoir et la dignité. » Sur 10 000 prisonniers qui commencèrent la marche de la mort depuis Marienbourg, 9 847 survécurent. Un taux de survie de 98,4% dans les conditions les plus dures de la guerre. Après la guerre, des historiens militaires britanniques analysèrent ces chiffres. Leur conclusion fut stupéfiante. Les gardes allemands auraient augmenté leurs propres chances de survie s'ils avaient abattu ou abandonné les prisonniers. Mais ils ne l'ont pas fait. La manière allemande, écrivit le colonel Richard Hastings, s'est avérée plus forte que l'instinct de conservation.
Mais les histoires les plus bouleversantes se produisirent dans les derniers jours de la guerre. 30 avril 1945, Oflag 4C, château de Colditz, Saxe, le célèbre camp de haute sécurité pour officiers alliés, considéré comme des risques d'évasion. La Wehrmacht était vaincue. Les tanks américains étaient à 15 km. La SS avait donné l'ordre « Abattez tous les prisonniers ». Le commandant, l'oberste Gerhard Pravit, refusa. « C'est un ordre !» hurla l'officier SS au téléphone. « Non !» répondit Pravit calmement. « C'est un meurtre. Mes soldats ne vont pas abattre des prisonniers sans défense. » Pravit risquait sa vie. L'officier SS menaça d'exécution immédiate pour insubordination. Mais Pravit maintint sa décision. Le lendemain, Pravit remit le château à l'armée américaine. 200 prisonniers furent libérés. Aucun n'avait été blessé. Le colonel américain Shoemaker, le prisonnier le plus haut gradé à Colditz, serra la main de Pravit. « Oberst, vous venez de sauver 1200 vies en refusant des ordres. » Pravit répondit « Je n'ai pas refusé des ordres, j'ai refusé des ordres illégaux. C'est une différence importante. La manière allemande signifie obéir aux bons ordres, pas à tous les ordres. » Cette distinction sauva des milliers de vies. Dans le Stalag 7A, l'oberste Werner Metz ordonna que tous les prisonniers reçoivent des rations supplémentaires. Bien que la SS ait ordonné de réduire les rations, la Convention de Genève, déclara Metz, est supérieure aux ordres de fanatiques. Dans le Stalag Luft 1, l'oberste Warnstedt ordonna à ses gardes de tirer sur tout membre de la SS qui tenterait d'attaquer les prisonniers. « Nous sommes la Wehrmacht », dit-il. « Nous avons de l'honneur. » Mais peut-être que l'histoire la plus remarquable est celle du Stalag 11B, Fallingbostel. Avril 1945. Le camp était complètement surpeuplé. 40 000 prisonniers, mais de la place seulement pour 10 000. Plus de nourriture. Pas de médicaments. Le chaos partout. Les gardes allemands, désormais seulement 30 vieillards et jeunes garçons, auraient pu simplement s'enfuir. La guerre était finie. Les Alliés arriveraient dans quelques jours. Pourquoi rester? Mais le sergent Hermann Wolf, 58 ans, vétéran de 2 guerres, resta, et avec lui ses hommes. « Pourquoi restez-vous » demanda un major britannique nommé Francis Reid. Wolf le regarda avec lassitude. « Monsieur le major, ces hommes ici sont ma responsabilité. J'ai juré de les surveiller et de les protéger. Mon serment ne prend pas fin juste parce que nous perdons. » Pendant les 5 jours suivants, ces 30 soldats allemands maintinrent l'ordre dans le camp. Ils partagèrent leurs dernières rations avec les prisonniers. Ils empêchèrent les pillages. Ils organisèrent les soins médicaux avec rien d'autre que de la volonté. Lorsque l'armée britannique arriva le 16 avril 1945, le sergent Wolf remit formellement le camp. Les 40 000 prisonniers étaient en vie. Le brigadier britannique qui libéra le camp n'arrivait pas à y croire. « Sergent, votre pays a capitulé. Vous auriez pu vous enfuir. »« Non, monsieur, » répondit Wolf. « Un soldat allemand n'abandonne pas son poste, pas même dans la défaite. » Ces histoires ne sont pas isolées. Elles se répètent dans les témoignages de dizaines de milliers de prisonniers alliés. Capitaine Robert Doyle, US Army Air Forces, Stalag Luft 4. Les gardes allemands ont maintenu l'ordre jusqu'à la dernière minute. Même lorsque leur propre armée s'effondrait, ils marchaient toujours en formation. Je respecte cela. Squadron Leader Hugh Falkus, RAF, Stalag Luft 3. Il faut comprendre, les Allemands n'étaient pas corrects parce qu'ils étaient gentils. Ils l'étaient parce que la discipline était leur identité. Demander à un soldat allemand d'abandonner l'ordre, c'était comme demander à un poisson de ne pas nager. Lieutenant Maurice Buckmaster, armée britannique, différents camps. J'ai été prisonnier de guerre pendant 4 ans. Les gardes allemands changeaient constamment. Des vieillards, des blessés, même des jeunesses hitlériennes vers la fin. Mais une chose ne changeait jamais, la discipline, l'appel du matin à 6 heures, la distribution des repas à 12 heures et 18 heures,
l'inspection du camp tous les jeudis. Même lorsque Berlin brûlait, les Allemands étaient ponctuels. Cette discipline se manifesta de manière remarquable. Stalag 9C, Bad Sulza. Les gardes allemands créèrent un terrain de sport pour les prisonniers. Pas parce qu'ils le devaient. La Convention de Genève exigeait seulement un exercice adéquat. Mais le commandant du camp, l'oberste Franz Becker, était un professeur de sport à la retraite. « Les hommes sans activité physique, déclara-t-il, perdent leur esprit. C'est inacceptable. » Le terrain de sport avait une piste de course de 400 mètres, mesurée précisément selon les normes olympiques. Les Allemands avaient utilisé des instruments de mesure pour cela, en pleine guerre. Pour des prisonniers ennemis, un prisonnier australien, le lieutenant Donald Richardson, écrivit dans son journal « Les Allemands sont absurdes. Leur pays se meurt, mais ils mesurent toujours des pistes de course parfaites. Bon sang, je les respecte pour ça. » Ou l'histoire de la bibliothèque du camp au Stalag Lufthafen, Barth. Les autorités allemandes autorisèrent les prisonniers à créer une bibliothèque. La Croix-Rouge envoya des livres. Mais il y avait un problème. Pas d'étagère. Le bois était essentiel pour la guerre. Un menuisier allemand, l'Unteroffizier Gustav Richter, eut une idée. Il ramassa de vieilles caisses de munitions. Chaque nuit, après son service de garde, il les transforma en étagères. Cela prit 3 mois. Quand il eut fini, les prisonniers avaient une bibliothèque de 2347 livres sur des étagères faites sur mesure. « Pourquoi ?» demanda un prisonnier américain. « Pourquoi avez-vous fait ça pour nous ?» Richter répondit « Un soldat sans éducation n'est qu'un outil. Un homme avec des livres reste un homme. C'est la différence. » Après la guerre, les prisonniers collectèrent de l'argent et l'envoyèrent à la veuve de Richter. Il était mort de tuberculose en 1946, probablement contracté en travaillant de nuit sur les étagères froides. Mais peut-être que le témoignage le plus puissant de la discipline allemande. Et ce qui s'est passé après la guerre, 1945-1946, enquête des Alliés sur les camps de prisonniers de guerre. L'armée britannique a interrogé 45 000 anciens prisonniers de guerre provenant de camps allemands. La question « Avez-vous été traité conformément à la Convention de Genève ?» 83% ont répondu « Oui », 12% ont répondu « en grande partie », seuls 5% ont signalé des violations systématiques. À titre de comparaison, dans les camps japonais, 14% ont signalé des mauvais traitements systématiques. Dans les camps soviétiques, 57% de tous les prisonniers allemands sont morts. Dans les camps de la Wehrmacht allemande, le taux de mortalité des prisonniers alliés était de 3,6%, principalement en raison de maladies et de bombardements. Ces chiffres racontaient une histoire. La discipline allemande avait fonctionné. Pas parfaitement. Il y a eu des violations, des mauvais traitements, des cruautés. Mais dans l'ensemble, le système de discipline militaire avait sauvé des dizaines de milliers de vies. Un officier britannique, le major Émile Dubois, a écrit en 1946 « Il faut comprendre l'ironie. La Wehrmacht allemande, une armée qui se battait pour un régime criminel, traitait ses ennemis mieux que de nombreuses armées de pays démocratiques. Pourquoi ? La discipline. La tradition militaire prussienne, vieille de plusieurs siècles et antérieure au Troisième Reich, a survécu au fascisme. Cela soulève des questions délicates. La discipline peut-elle être une vertu si elle sert un but maléfique ? Les soldats allemands qui traitaient les prisonniers avec dignité se battaient toujours pour Hitler. Leur discipline a sauvé des prisonniers alliés, mais a également contribué à l'Holocauste. Il n'y a pas de réponse simple. Ce que nous savons, c'est que des milliers de soldats alliés ont survécu. Parce que des gardes allemands ont choisi de faire passer la discipline avant la facilité, l'ordre avant le chaos, le devoir avant la conservation de soi. Le capitaine Antoine Leclerc, pilote américain,
qui s'est échappé 13 fois de camps allemands, a écrit dans ses mémoires en 1983 « Je haïssais les Allemands parce qu'ils se battaient pour Hitler, mais je les respectais parce qu'ils n'ont jamais cessé d'être des soldats, même à la fin, quand tout était perdu. Ils se levaient chaque matin, repassaient leurs uniformes et faisaient leurs devoirs. Ce genre de discipline ne peut pas être simulée, on ne peut pas l'ordonner, elle doit venir de l'intérieur. J'ai parlé avec beaucoup de ces hommes après la guerre. La plupart avaient honte de la guerre menée par leur nation, mais aucun n'avait honte de la façon dont il avait traité ses prisonniers, et à juste titre. Ce n'est pas une histoire sur la justification de la guerre. C'est une histoire sur la dignité humaine dans des circonstances impossibles. Le lieutenant d'aviation Gabriel Moreau, de la RAF, l'a résumé le mieux. Après 2 ans au Stalag Luft 3, il a été libéré en 1945. Des journalistes lui ont demandé « Comment étaient les Allemands ?» Moreau a longuement réfléchi. Puis il a dit « Ils étaient disciplinés, jusqu'au bout. J'ai vu des gardes allemands partager leurs dernières cigarettes avec des prisonniers britanniques. Non pas parce qu'ils étaient amis, mais parce que c'était la chose à faire. J'ai vu des officiers allemands refuser des ordres de l'ASS et risquer leur vie pour nous protéger. J'ai vu des médecins allemands soigner nos blessés avant les leurs. Étaient-ils parfaits? Non. Étaient-ils tous des saints? Bien sûr que non. Mais dans leur discipline, dans leur refus d'abandonner l'ordre même lorsque leur Reich s'effondrait. Ils ont montré quelque chose de fondamentalement humain. Ils ont montré qu'on peut traiter son ennemi avec dignité, que la discipline ne doit pas être la tyrannie, que même dans la guerre la plus sombre, des étincelles de décence peuvent survivre. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, presque tous ces hommes sont morts. Les gardes allemands qui ont maintenu l'ordre quand tout s'effondrait, les prisonniers alliés qui ont été témoins de cette discipline surprenante. Mais leurs histoires survivent dans des journaux, dans des rapports officiels, dans les souvenirs des quelques vétérans encore en vie. Raconter ces histoires n'est pas facile. Elles ne correspondent pas à des récits simples de bien et de mal. Elles nous mettent au défi de voir des nuances, de comprendre que les gens sont complexes, que les ennemis peuvent avoir de l'honneur, que la discipline peut à la fois détruire et préserver. Cette recherche n'est pas bon marché. Chacune de ces histoires a nécessité des semaines dans les archives, des entretiens avec des vétérans des 2 côtés, des traductions de documents militaires allemands, des voyages dans d'anciens camps. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que ces vérités complexes doivent être racontées, alors il existe un moyen concret d'aider. Les Super Thanks de YouTube, le cœur doré sous cette vidéo, soutiennent directement ce type de recherche. Cela me permet de passer plus de temps dans les archives au lieu de produire du putaclic. Cela me permet d'interviewer des vétérans avant qu'il ne soit trop tard. Cela me permet de raconter les histoires nuancées que personne d'autre ne raconte. Chaque Super Thanks n'est pas seulement un soutien, c'est une voie pour l'honnêteté historique. C'est un engagement à ce que l'histoire puisse être complexe. Que nous puissions à la fois condamner les crimes du régime nazi et reconnaître la dignité humaine de soldats individuels. Mon grand-père était prisonnier de guerre britannique au Stalag 20B. Il m'a parlé de gardes allemands, qui étaient stricts mais justes. Cette histoire personnelle m'a conduit à cette recherche. Votre soutien maintient ces histoires en vie. Les derniers prisonniers de guerre et gardes meurent bientôt. Il ne restera plus personne pour raconter ces histoires de première main. Le moment est venu de les préserver. Revenons à notre point de départ. 2 mai 1945, Stalag 7A. Après que le capitaine Mitchell ait pris le contrôle du camp, il a trouvé un journal dans le bureau du colonel Metz. Metz l'avait délibérément laissé derrière lui. La dernière entrée, datée du 1er mai 1945, disait « Demain, je remettrai ce camp aux Américains. L'Allemagne a perdu. Mon monde est terminé, mais je suis fier d'une chose, j'ai fait mon devoir.
Chaque homme sous ma responsabilité a été traité conformément à la Convention de Genève. J'ai obéi aux ordres quand ils étaient légitimes. J'ai refusé les ordres quand ils ne l'étaient pas. L'histoire nous condamnera pour ce que notre régime a fait. C'est juste. Mais peut-être que l'histoire verra aussi que nous n'étions pas tous des monstres. Que certains d'entre nous ont essayé de rester décents dans l'enfer. La discipline, ce n'est pas suivre les ordres. La discipline, c'est s'accrocher à des principes quand tout le reste s'effondre. C'est ça, la vraie manière allemande. C'est ce que j'ai essayé d'enseigner à mes hommes. Mitchell a restitué ce journal en 1968 à la fille de Metz. Elle a pleuré en le lisant. « Mon père ne parlait jamais de la guerre, dit-elle. Je pensais qu'il avait honte. Maintenant je comprends. Il avait honte pour son pays, mais pas pour lui-même. C'est peut-être la leçon la plus importante à tirer de ces histoires. La discipline n'est pas aveugle. La vraie discipline exige un courage moral, la capacité d'obéir lorsque les ordres sont légitimes et de résister lorsqu'ils ne le sont pas. Les soldats allemands qui ont protégé leurs prisonniers lorsque la SS voulait les tuer ont fait preuve d'une véritable discipline. Les gardes qui ont partagé leurs rations alors que l'Allemagne mourait de faim ont fait preuve de discipline. Les officiers qui ont respecté la Convention de Genève alors que tout s'écroulait autour d'eux ont fait preuve de discipline. Ils ont tous risqué leur vie, pas pour la gloire, pas pour une récompense, mais parce que leur discipline venait de quelque chose de plus profond que le simple conditionnement militaire. Elle venait de la conviction qu'il y a des lignes qu'on ne doit pas franchir, pas même en guerre, pas même dans la déchéance. Qu'en pensez-vous? J'aimerais connaître vos impressions. Votre grand-père a-t-il vécu des histoires similaires? A-t-il servi dans la Wehrmacht? Était-il prisonnier des Alliés? A-t-il parlé de la manière allemande, positivement ou négativement? Pouvons-nous admirer cette discipline tout en condamnant le régime qu'elle servait? Est-ce possible? Est-ce moral? Comment l'Allemagne devrait-elle raconter ces histoires? Comme une source de fierté ou comme un avertissement? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Chaque commentaire est une contribution à la discussion historique. Chaque histoire de famille est un fragment d'histoire qui doit être préservé. Ensemble, assurons-nous que ces vérités complexes survivent, que nous comprenions l'histoire dans toute sa complexité, que nous puissions apprendre sans simplifier. La manière allemande pendant la Seconde Guerre mondiale n'était ni simplement bonne ni simplement mauvaise. Elle était les deux à la fois, et ni l'une ni l'autre. Elle a sauvé des vies et permis des crimes. Elle a montré le meilleur et le pire de la nature humaine. Mais peut-être que la leçon la plus importante est la suivante. Même dans une guerre totale, même dans l'effondrement moral de toute une nation, des moments d'humanité ont survécu, pas parce que les gens sont parfaits, mais parce que certains ont refusé d'abandonner leurs principes, quoi qu'il arrive. Cela vaut la peine de s'en souvenir. Cela vaut la peine de le préserver. Cela vaut la peine de l'enseigner aux générations futures, car si nous ne nous souvenons que des monstres, nous n'apprenons rien. Mais si nous nous souvenons aussi de ceux qui ont essayé de rester humains, alors il y a de l'espoir. L'espoir que la discipline puisse signifier l'ordre plutôt que la tyrannie. L'espoir que des personnes avec des principes puissent résister même aux pressions les plus sombres. L'espoir que des ennemis puissent se traiter mutuellement avec dignité. Cet espoir meurt si nous oublions, il survit si nous nous souvenons. Souvenons-nous,